Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Débattons, votre rendez-vous du jeudi en collaboration avec Révolte-toi Lille. Alors je suis toujours avec Louis de la Frégonnière, coprésident de Révolte-toi Lille et co-animateur de l'émission. Bonjour Louis. Bonjour. Alors avant de commencer le débat, est-ce que tu pourrais nous donner un peu les actualités de la semaine de ton asso, de la FFDN ou de l'Arroatoire en général ? Bien sûr, il y a une seule grosse actualité qui va nous réunir dans les semaines qui suivent, c'est la Coupe de France de débat. Elle aura lieu à Paris. Pour ce qui est de notre groupe, dans le groupe 5, qui est composé d'ESCA, de Révolte-toi Espol, du coup nos voisins du Nord, et de Sceaux. Et notre débat nos débats auront lieu le samedi 16 février. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça va se passer ? Ce sont des poules ? Voilà, ce sont des poules qualificatives au nombre de 6. C'est globalement le championnat le plus important en termes d'effectifs, en termes de moyens, en termes d'orateurs de France, concernant le débat, l'oratoire, l'éloquence. D'accord. Ça fonctionne donc tout d'abord en phase de poule, ensuite des quarts de finale, des demi-finales, pour arriver à une grande finale prestigieuse. L'année dernière, c'était justement à la mairie de Paris, et c'est Nanterre qui s'est imposée face à Polytechnique. Très bien. Et du coup, je pense que tu auras l'occasion de nous redonner les dates et l'évolution de tout ça. En espérant justement que notre équipe et nos orateurs puissent se qualifier pour les phases suivantes. Du coup, on vous tiendra au courant de toutes ces modalités. Tous les matchs de poule se déroulent le même jour ? Oui, alors tous les matchs de poule que dispute notre équipe, c'est-à-dire ils se dérouleront tous ce samedi-là. C'est une organisation que nous avons établie avec le comité central cette année. Voilà. Ok, merci. Alors, place au débat du jour. Alors, le débat du jour porte sur la prison, avec cette problématique. La prison vaut-elle encore la peine ? Alors Louis, je te propose de présenter nos deux débatteurs du jour. Très bien, donc aujourd'hui nous avons Amina. Amina, bonjour. Qui est étudiante en première année de droit à la faculté de droit de l'Université de Lille. Et Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour à tous, bonjour à Louis et Louis. Qui est étudiant en deuxième année de sciences politiques dans cette même maison. Pierre aujourd'hui défendra le non et Amina le oui. Pierre, tu vas délimiter le sujet et ensuite Amina commencera par le définir. Écoutez, bonjour à tous, je suis très ravi d'être là avec Louis et Amina. Alors le sujet, la prison vaut-elle encore la peine ? Il couvre tout d'abord plusieurs enjeux, plus d'enjeux qu'il n'y paraît. Il y a d'abord le principe même de la prison qui est problématisé sur la forme. Ensuite, la peine énoncée doit-elle nécessairement accompagner le coupable sous les verrous ? Et enfin, sur le fond, la prison répond-elle aux objectifs qu'elle entend atteindre ? Donc on va essayer de répondre à tout cela avec Amina, qui va commencer par une petite définition du sujet. Voilà. C'est ça, merci Pierre. Alors dans un premier temps, je vais définir donc ce qu'est la prison dans un sens général. Donc j'ai trouvé cette définition qui dit en fait que les prisons françaises sont des lieux privatifs de liberté gérés par l'administration pénitentiaire, donc qui est elle-même rattachée au ministère de la Justice depuis 1911. Donc le rôle de la prison en France est entre autres, si je puis me permettre, de protéger la société contre les individus qui seraient dangereux. Et au-delà de l'exécution de la peine de privation de liberté, cela passe également par la mise en œuvre de leur réinsertion afin de prévenir le risque de récidive. Super. Voilà pour la définition. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres. Donc tout d'abord, il y a 250 000 personnes qui sont prises en charge par l'administration pénitentiaire. C'est le chiffre de 2017 dans environ 188 établissements qui comprennent les prisons et les maisons d'arrêt. Parmi ces 250 000 personnes, 80 000 personnes sont sous les verrous, donc maison d'arrêt ou prison, et 170 000 personnes sont suivies à l'extérieur, bracelet électronique ou suivies par le ministère de la Justice pour de la réinsertion. Alors moi je voudrais aborder tout d'abord le thème, comme je l'ai dit en introduction, du problème de la forme de la prison. Donc la prison voulait être un lieu clos qui ressemble à la société tout en mettant à l'écart les condamnés pour protéger la société justement. Cependant, à vouloir emprisonner à tout va, les prisons sont devenues des endroits insalubres. Les rails ont repris leur quartier, les prisonniers sont entassés à 4 dans les chambres de 2 par exemple, dans les meilleurs des cas. Et le seul moment pour eux, pour se laver, n'arrive qu'une fois par semaine. Alors, comment se reconstruire dans ces conditions alors que c'est justement le principal objectif de la prison ? Écoute, j'entends très bien tes arguments, je pense qu'on s'entend bien sur le fait d'avoir plutôt une vision qui va nous permettre d'évoluer, enfin de faire évoluer à travers le débat la notion de la prison. Donc moi j'avais aussi dit que l'emprisonnement doit être envisagé comme une sanction secondaire, donc tu le dis, je pense que c'est un peu les arguments que tu veux mettre en avant. Certaines personnes aujourd'hui donc, qui ont commis donc, soit des contraventions généralement de catégorie 5, des délits
où des crimes peuvent être aujourd'hui emprisonnés. Et toi, je suppose que tu veux me dire que peut-être les personnes qui sont vraiment dangereuses, tu as peut-être des personnes qui ont commis des crimes, et là, du coup, on devrait les enfermer. Mais comme il y a beaucoup trop de personnes qui aujourd'hui sont enfermées en prison, les conditions aujourd'hui dans lesquelles sont les prisonniers sont catastrophiques. Et justement, je pense qu'on a un problème d'approche de la prison, c'est qu'il ne faut pas oublier que la prison n'est pas à son origine, bien sûr, un lieu de punition et d'indignité humaine comme il est aujourd'hui. Elle était plutôt un lieu de privation de liberté, comme tu l'as dit, pour définir le sujet, pour permettre aux prisonniers de reconstruire leur vie, de réfléchir à ce qu'ils sont, à ce qu'ils ont fait. Il ne faut pas oublier surtout que derrière chaque peine, ce sont des hommes et des femmes tout de même. De plus, Maître Dupond-Moretti a, je pense, raison de dire que la frontière entre un individu lambda et un individu criminel est tout à fait ténue, est étroite et fine. Tout le monde peut, par maladresse, par faute, par inconscience, commettre un crime. La prison doit permettre aux coupables de réfléchir aux raisons qui l'ont poussé à commettre tel ou tel acte. Et je pense que justement sur cette question-là, la prison a tout oublié de son principal atout et de son principal objectif. Très bien. Encore une fois, j'entends très bien tes arguments. Je suis plutôt d'accord avec toi sur le fait que le sens de la peine de prison, c'est bien une privation de la liberté. Elle ne doit pas s'accompagner d'une humiliation de l'individu, encore moins de mauvais traitements, comme on peut malheureusement l'entendre certaines fois à travers nos médias. Mais moi, je continue et je pense que la prison vaut encore la peine, du moins pour les personnes qui sont aujourd'hui incarcérées, parce que nul n'est censé ignorer la loi, et les personnes donc, qui violent la loi doivent comprendre que ce qu'ils ont fait est mal. Et je pense que, après on pourra en discuter bien évidemment, ça n'est pas non plus un non catégorique, mais je pense que le fait d'enfermer certaines personnes qui puissent et sont vachement dangereuses pour la société, c'est aussi leur faire comprendre qu'ils ont bafoué les règles de la République, mais c'est aussi faire comprendre à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait que s'ils le font, malheureusement, ils vont se retrouver dans les mêmes conditions que ceux qui sont aujourd'hui emprisonnés, dans des conditions, malheureusement, où le traitement humain est une catastrophe dans certaines prisons. Encore une fois, je ne fais pas une généralité, et où les conditions parfois sont aussi insalubres, et aussi quand parfois il y a énormément de personnes dans les cellules, en moyenne 4, c'est bien ça, dans oui, certaines environ, cellules, dans certaines exactement. Cellules. Juste après cette question sur la forme, je voudrais parler plutôt du fond. Donc la peine doit-elle nécessairement accompagner le coupable sous les verrous ? Je pense pas. Si l'on en exergue justement cette question de la mise à l'écart de la société, donc qui est la définition de la peine, on entre un peu dans le côté vicieux d'une peine. La peine, tu le sais Amina, peut être aménageable à condition que le prisonnier fasse preuve de respect de l'ordre et valide plusieurs critères de comportement, d'éducation et de travail. Bien sûr. Et Amina, je sais aussi que tu as au cœur le côté humain des personnes. Alors comment veux-tu qu'un prisonnier qui a la faculté mentale de tout humain, de tout individu, peut résister à une telle séparation ? Je veux dire par là, comment ne pas penser à la séparation et rester calme face aux ordres difficiles des gardiens, par exemple, aux conditions inhumaines des prisons en France, à la vie carcérale indigne. Comment essayer de se reconstruire alors qu'elle n'est pas faite pour cela ? Alors justement, concernant cette peine, les peines de prison sont en général assez courtes. Elles ne dépassent pas 18 mois dans 75% des cas environ. D'accord. Mais bien qu'elle soit courte, une peine de 18 mois en prison ferme reste une souffrance et ne permet pas d'en ressortir grandi, ce qui est pourtant l'objectif justement de la peine. Je suis plutôt pour le développement de la peine avec sursis au pénal, assorti d'un travail d'intérêt général par exemple. Alors ce travail d'intérêt général est la solution actuelle qui me semble la plus adaptée aux peines qui sont pour la plupart d'entre elles assez courtes. Une peine si courte permet de condamner, mais à la fois de laisser une chance. Et je pense que c'est ça qui est primordial dans la prison aujourd'hui. Or, laisser croire que la prison, même de courte durée, est une chance, c'est inaudible face aux conditions inhumaines. Le travail d'intérêt général, lui, permet d'accomplir sa peine aux yeux du peuple français, de montrer avec dignité et respect des lois qu'on a compris la faute et qu'on veut retrouver la face aux yeux du monde, comme le disait Erving Goffman. Alors je sais pas ce que tu en penses, toi, sur la dureté des peines. Est-ce que vraiment le prisonnier doit subir cette peine ? Et quelles sont les conditions pour toi d'une peine extérieure ? Donc effectivement, tu mettais en avant le fait que parfois les peines soient beaucoup trop lourdes pour certaines personnes, aux yeux de certaines personnes. Mais moi aussi, j'entends aussi beaucoup, ce sont des faits qu'on entend très bien dans la société, des personnes qui malheureusement, après là on le vit peut-être de manière plus directe, qui ont vécu dans leur vie une personne qui a peut-être assassiné quelqu'un dans leur famille, des personnes qui ont subi le délit de manière assez directe ou le crime de manière directe et qui, eux, disent aussi qu'ils trouvent que la peine n'est pas assez forte. Donc après, effectivement, il ne faut pas oublier le côté humain, mais là, on parle quand même de prison. Donc effectivement, je pense que pour tout sujet, on pourrait remettre l'homme au centre de la discussion,
mais là on parle quand même de prison. Alors pour les peines courtes et les peines moins graves en quelque sorte, je suis quand même plutôt d'accord avec toi sur quelques points, surtout pour les peines courtes et peut-être les peines moins graves, même si on pourrait aussi parler de la gravité, hein, qu'est-ce qui est grave et qu'est-ce qui est moins grave. D'ailleurs, Christiane Taubira, donc, qui est l'ancienne garde des Sceaux, disait qu'elle trouvait qu'incriminer des personnes qui ont commis des peines courtes, elle trouve ça même criminogène. Parce qu'elle pense que des personnes qui ont commis des délits routiers, effectivement, dits légers, n'ont rien à faire dans la même cellule avec des personnes qui ont, par exemple, vendu de la drogue ou alors assassiné une personne. Donc sur ce point, je suis assez d'accord. Mais encore une fois, moi je pars du principe qu'effectivement on peut tous malheureusement commettre des erreurs et que la prison doit, au-delà de sévir et de faire comprendre que ce que la personne a commis est une erreur, lui faire évoluer aussi sa manière de penser. Et je pense qu'aujourd'hui, au-delà de simplement incarcérer une personne dans une cellule, ne pas lui parler, je pense aussi qu'on pourrait aller peut-être vers un débat où on ferait aussi évoluer la vision de la prison. Parce qu'effectivement, pour certains crimes, on va être obligé d'enfermer des personnes parce qu'ils sont beaucoup trop dangereux pour la société. Comme tu le disais bien, tu parlais de travail d'intérêt général. Je suis d'accord avec toi, moi aussi, le rôle de la prison, c'est aussi, au-delà de sévir, c'est de surveiller, punir et réinsérer. Comment surveiller quand effectivement, malheureusement, ils ne sont pas entre quatre murs ? Alors, j'entends très bien la condition humaine, hein, mais pour des peines plus longues et plus lourdes, moi je pense effectivement que la prison vaut encore la peine, je le répéterai. D'accord. Alors moi je voudrais justement, tu en as parlé, revenir aux objectifs de la prison. Alors que la prison devrait servir, comme on le disait en tout début, on va un peu le répéter, mais c'est ce qui est quand même le cœur de la prison, alors que la prison devrait servir à mettre à l'écart les délinquants, les personnes qui peuvent atteindre la société, la prison veut leur donner une leçon, leur faire comprendre, non pas par la violence, mais par la réflexion, que le crime qu'ils ont commis n'est pas respectueux de la loi. Mais la prison n'atteint pas ses objectifs, donc ces deux objectifs. Donner une peine assez lourde pour que le condamné se remette en question, et permettre, grâce à une peine que l'on peut aménager, si possible, une meilleure réinsertion à l'extérieur. Or, le problème qu'on remarque, c'est que la prison, quand même, est source de récidive. Donc, nombre d'anciens condamnés à la prison, surtout à la prison ferme, récidive. C'est pourquoi il faut, je le crois, condamner plus fermement les récidivistes. Mais la récidive n'est pas que la faute du coupable, elle est aussi la faute de l'univers carcéral, qui montre ses limites en cela. Il faudrait alors durcir les peines pour les récidivistes, mais réduire les prisons fermes pour les petits délinquants. C'est justement ce que demandait Christiane Taubira dans l'intervention que tu as citée, pour baisser le nombre de prisonniers. Et c'est d'ailleurs Michel Foucault qui en parle le mieux, dans Surveiller et punir en 1975. C'est-à-dire que porter un bracelet électronique est plus contraignant même pour le condamné. En effet, se penser tout le temps surveillé par une balise invite à se poser plus de questions sur nos agissements, sur nos actes. Imaginer que l'on est surveillé est plus contraignant pour l'homme qu'être surveillé physiquement par des gardiens, par exemple, en prison. Alors je pense que justement la contrainte a plus d'effet dans ce sens. D'accord. Quand on a un bracelet électronique, c'est vrai qu'on se sent en même temps en liberté, mais aussi très surveillé. Et effectivement, mentalement, ça joue aussi. Mais effectivement, moi je pense encore que la prison est un instrument nécessaire à notre République. Hein. Je pense que c'est une nécessité. Parce que déjà, au-delà de ça, c'est une institution. Enfin, historiquement, il me semble que la peine de prison a été mise en avant à la Révolution française. Il faut savoir qu'avant, on condamnait directement à la peine de mort, bien que le fait d'avoir omis la peine de mort est arrivé bien après. À la Révolution française, le fait d'avoir instauré les prisons, ça a été aussi une évolution. Et moi, je pense que par rapport à tout sujet, on peut émettre une évolution du sujet. Et donc pour la prison aussi. Moi j'aimerais rappeler quelques arguments et donc émettre les 4 fonctions. Donc j'ai trouvé 4 fonctions que l'on peut dire en quoi sert la prison. Donc primo, la prison permet de neutraliser les délinquants dangereux, donc comme je l'avais dit tout à l'heure, en les plaçant dans l'impossibilité matérielle de nuire davantage à leurs semblables. Donc encore une fois, malheureusement on les met de côté, mais ils ont aussi commis des fautes, le but n'étant pas qu'ils en font par la suite, parce que tu parlais de récidive, c'est effectivement malheureusement en France à hauteur de 40% il me semble. La deuxième fonction de la prison, la prison évite en fait aux victimes la tentation de se faire aussi justice elles-mêmes. Donc quand on laisse aussi ces personnes en liberté avec un bracelet certes, est-ce que là aussi ça ne représente pas une sorte de risque aussi pour notre société ? Parce que les personnes, parfois, malheureusement, encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, qui ont subi certaines histoires tragiques au sein de leur famille ou auprès de leur entourage, auraient envie de se faire justice elles-mêmes. En fait, on met aussi de côté des coupables qui ont commis des délits, des crimes,
voire des contraventions de catégorie 5, c'est ce que je disais tout à l'heure, aussi à l'abri en fait, à l'abri des familles auxquelles ils ont fait malheureusement du mal. Donc on les met de côté pour sévir, pour leur dire qu'ils n'ont pas respecté la loi, mais aussi pour les protéger en quelque sorte. Donc tertio, j'ai trouvé aussi une troisième fonction de la prison. Donc la prison est censée constituer une dissuasion pour ceux qui tentent une agression donc punie par la loi. Donc c'est aussi ce que je te disais auparavant. C'est aussi punir ceux qui ont déjà violé la loi, mais c'est aussi encore une fois faire écho aux autres membres de la société qu'ils ne doivent pas faire pareil. Finalement, elle devrait aussi favoriser la réinsertion sociale. Encore au niveau de la réinsertion, je pense qu'on pourrait avoir un débat parce qu'aujourd'hui, la vie après une peine de prison plus ou moins courte est aussi difficile. Hein. Donc la personne qui va en prison, donc une fois qu'elle a payé sa dette envers leurs victimes et envers la société, doivent pouvoir renouer avec le cours normal de leur existence, ce qui est malheureusement un peu compliqué aujourd'hui au sein de notre société. D'accord, bon, c'est très intéressant. Tout ce que tu me dis, ces 4 fonctions. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord sur... Je voulais revenir surtout sur la protection que tu dis, c'est-à-dire que la prison protège la société des criminels. Oui. D'accord. Moi, je pense, ce qui est très important, c'est que la prison est la solution de facilité. Et là, je voudrais plutôt parler du point de vue politique. Quand la société soutient les victimes, je pense que le politique, par facilité, va à l'époque utiliser la peine de mort et va, même si on dit que la justice est indépendante, faire pression sur les magistrats pour donner une peine assez lourde. Et je pense qu'en cela, là, c'est pas vraiment une protection de la société, c'est une solution de facilité pour les politiques. Et de plus, sur la réinsertion sociale, tu en parlais, à la fin de tes 4 fonctions. Une 4e fonction, effectivement. Je pense qu'il ne faut pas oublier que la prison n'aide pas le coupable. Voilà, j'en suis persuadé. Son honneur dégradé, sa dignité touchée, tout cela s'ajoute à la culpabilité d'un crime pour lequel il est condamné. C'est pourquoi la prison n'est pas, à mon sens, comme je le disais, la manière la plus viable, tant pour le ministère de la Justice que pour le prisonnier, de prouver au peuple français que cette personne est capable de se réinsérer. Alors la prison, c'est quoi ? Je le répétais tout à l'heure, c'est mettre à l'écart de la société un individu coupable. Il ne faut jamais oublier que derrière chaque peine, et donc derrière chaque prisonnier, se trouve l'enfant d'une mère, se trouve un père ou une mère. La prison oublie le côté humain de cette peine. Comment aider un prisonnier à se reconstruire alors qu'il ne peut sourire ou toucher les mains ni de sa mère, ni de ses enfants, ni de la personne avec qui il partage sa vie ? Oui, alors encore une fois, j'entends très bien ce que tu dis. Tu dis que la prison, c'est peut-être aussi une solution de facilité. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur un petit point que j'ai mis auparavant. La récidive en France, malheureusement, c'est 60%. C'est bien plus que 40%. J'avais dit 40% tout à l'heure. C'est 60% de récidive en France en 2017. Donc, ce sont les chiffres de 2017. Donc, tu disais que la prison est une solution de facilité. Moi, justement, je pense pas. Je pense qu'il est encore prouvé actuellement dans nos sociétés que la surveillance se veut une arme effrayante. Alors effectivement, on pourrait trouver des alternatives. Je pense que ça reste effectivement une arme effrayante. D'ailleurs, il est demandé à chacun de rendre compte de ses gestes tout au long de la journée. Donc au niveau de la pression morale, c'est quand même assez important. Donc encore une fois, je sais que tu vas me parler de la cause humanitaire. Je pense que l'erreur est humaine, mais certaines personnes sont beaucoup trop dangereuses pour la société, il faut les enfermer. Et sur ce point-là, je suis catégorique. Je pense que la prison vaut encore la peine. Mais bien évidemment, on pourrait toujours faire évoluer la vision de la prison, parler aussi de l'intégrité physique de la personne. Encore une fois, la personne doit être écartée de la société, mais malheureusement, elle doit aussi continuer sa vie, même en prison. Donc on pourrait aussi parler des activités qui s'y passent en prison, les conditions pénitentiaires qui malheureusement aussi sont aussi très fortes et engendrent une pression morale au niveau des personnes qui sont incarcérées assez fortes. Donc en fait, pour toi, le seul but de la prison, c'est d'effrayer et d'exercer une pression morale. Voilà, je pense que sur ce point-là, tu n'as pas vraiment compris le but de la prison. Sinon, à ce moment-là, autant faire la peine de mort, si tu veux. Il n'y a aucun intérêt de faire... Là, on est sur, effectivement, malheureusement, on effraie mentalement. Et oui, mais c'est encore pire que la violence physique. Mais ça, c'est même pas une pression... C'est une violence morale qui est terrible. Mais c'est une violence morale que la personne va... Mériter, tu penses ? Non, pas mériter, mais va malheureusement se donner elle-même. Parce que ça n'est pas forcément les gardiens de prison qui vont exercer une pression physique ou morale sur les personnes. C'est les personnes qui sont entre 4 murs et réfléchissent toute la journée à ce qu'ils ont fait pour arriver ici. Et effectivement, moi j'aimerais encourager que des personnes qui, par exemple, sont sorties d'une erreur qu'ils ont commise, parce que effectivement l'erreur est humaine, il y a des personnes qui se repentissent et qui n'ont pas récidivé par la suite. J'aimerais que, par exemple, ces personnes viennent témoigner et viennent dire, par exemple...
à des petits délinquants, enfin même si j'aime pas ce mot, qui bafouent les valeurs de la République et qui constamment violent la loi, non mais très sérieusement, qui violent la loi constamment, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Si des personnes venaient témoigner et leur disent mais ne faites pas ça parce que quand vous allez vous retrouver entre quatre murs, vous allez réfléchir. Et effectivement, on peut parler de la condition humaine, vous ne toucherez pas votre femme, vos enfants et votre mère. Donc au bout d'un moment, je pense que des personnes doivent venir aussi témoigner pour qu'il y ait aussi un effet dans la société. Donc on met à l'écart les personnes dangereuses qui sont dans la société, mais il y en a encore dans la société. Et le but, c'est que ces personnes, on les aide pour pas qu'ils aillent justement en prison. Aller en prison, c'est même plus ça n'est pas une solution de facilité, c'est malheureusement c'est une condition inhumaine. Et moi, j'aimerais que des personnes n'y aillent plus. Je n'ai plus envie qu'on mette en place de nouvelles places. Il n'y a plus de place, alors on crée encore des places. Je comprends très bien la condition humaine, mais ce qui serait bien, c'est qu'il y ait moins de personnes qui aillent en prison. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors donc tu parlais justement de la solution de facilité pour les politiques que j'évoquais tout à l'heure. Oui. Alors la solution de facilité, c'est pas une solution facile matérielle, je veux dire. Non, oui, je sais C'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, d'engager des politiques publiques, tu parlais des délinquants tout à l'heure, on sait très bien que les jeunes de banlieue sont très stigmatisés. Exactement. Je ne veux pas rentrer dans ce problème-là, mais je pense que les politiques, donc ça les aide d'envoyer des gens en prison comme ça. Les victimes se disent bon, c'est bon. Il va pouvoir purger sa peine et on est tranquille. Mais ça permet aussi aux politiques de ne pas engager de politique publique pour aider justement ces banlieues. C'était Manuel Valls qui disait aux attentats de 2015 qu'aucune explication sociologique, moi qui suis étudiant en sciences politiques, je fais aussi un peu de sociologie, qu'aucune explication sociologique ne pouvait justifier les actes commis. Il parlait du 7 janvier 2015 et du 13 novembre 2015. Je pense que Manuel Valls a tort, je pense qu'on peut l'expliquer par ce point-là. Je pense que ce sont des gens qui vivent dans des endroits terribles. Voilà, je dis pas que les pavillons sont mieux, mais je pense que 1000 personnes dans un immeuble à l'extérieur des villes, et on sait très bien qu'ils sont exclus de tous les services publics, tous les accès aux grandes écoles, etc. Je pense pas que ça soit la bonne solution. Cela est une explication sociologique au problème des prisons et du nombre important de prisonniers. Voilà, par exemple, en 2016, il y a 92 400 sortants de prison et il y en a 96 000 qui entrent. Donc c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que la récidive ne s'arrête jamais. Et alors, par facilité, on envoie ces gens en prison, comme ça on se dit, ils ne poseront plus de problème dans les cités pour stigmatiser les jeunes de banlieue. Et on choisit la prison, mais pas de politique publique. Donc je comprends du coup un peu plus ton point de vue. C'est la société qui, en fait, au quotidien, envoie en fait de manière un peu délibérée, c'est un peu ce que tu dis, des personnes en prison parce qu'ils vivent dans des conditions qui malheureusement les amènent à ne pas respecter la loi. Ça, je l'entends effectivement. Nous non plus, on n'est pas ici pour avoir un débat stigmatisant. Nous, on est plus ici pour avoir un débat un peu plus intelligent et bien évidemment, encore une fois, prendre par la main les gens et leur dire qu'il ne faut pas faire ça en fait. Et effectivement, je pars aussi. Moi, je suis pour qu'on ait une évolution sur tous les débats, enfin qu'on ait une manière de voir chaque débat de manière évolutive. Et effectivement, la récidive, ça ne s'arrêtera jamais. C'est un cercle vicieux, comme tu l'as dit. On les a mis effectivement de côté. Ils ne vivent même plus dans nos valeurs républicaines. Ils restent de côté et ils ne partagent plus. Donc effectivement, une fois qu'ils bafouent la loi, pour eux, ils ne se rendent pas compte. Et puis malheureusement, après, ils se retrouvent en prison. J'aimerais qu'on fasse évoluer la prison. Enfin, au-delà de la prison, j'aimerais bien qu'un jour la prison n'existe pas. Mais ça, je pense que ça ne serait jamais possible. Je pense que, et mieux encore, faire évoluer les punitions aux entraves aux lois de la République. Voilà. Je pense que c'est très important. Des peines plus lourdes encore. Non, pas forcément des peines plus lourdes, d'autres peines. D'accord, d'autres peines, effectivement, oui. Plus les années avancent et plus on augmente aussi les places qu'il y a en prison, donc effectivement, c'est un cercle vicieux. Exactement. Et avant de reparler justement des alternatives, parce qu'on voulait finir le débat là-dessus, et pour rebondir un peu sur ce que toi, Pierre, tu disais au début du débat, et pour revenir même sur le sujet, la prison vaut-elle encore la peine ? Est-ce que le fait que la société refuse d'accepter qu'un individu ait pu purger sa peine finalement, parce que quelqu'un qui a fait de la prison, on va encore lui reprocher. Je vais prendre un exemple assez médiatisé, mais l'exemple de Bertrand Cantat, je pense, est encore assez présent. C'est quelqu'un qui a fait de la prison pour un homicide, et aujourd'hui on lui reproche encore les mêmes faits, plus ce qui s'est passé derrière avec cette histoire de suicide. Enfin voilà, il y a eu plusieurs choses, quoi. Je pense que Bertrand Cantat, c'est un cas un peu spécial. Donc il avait tué, je crois, la fille d'un acteur français. Une actrice, c'était Giraudot, non, c'est ça ? Non, c'était Trintignant, Marie Trintignant. Voilà, il avait tué Marie Trintignant alors qu'il tournait un film en Lituanie ou Lettonie, je ne sais plus. Alors, donc
filles-là, il ne faut pas savoir que le public français était très attaché. Je pense que ça joue énormément sur la réinsertion de Bertrand Cantat. Et en plus, la victime, c'est très bizarre, mais en fait, la victime semble être représentée par toutes les femmes d'aujourd'hui. Et Bertrand Cantat, malheureusement ou heureusement pour lui, est un artiste, donc il est médiatisé. C'est-à-dire que s'il était, il avait purgé sa peine, il était parti se réfugier en Lozère, par exemple, on lui aurait absolument rien dit, au fond. Mais le fait qu'il soit médiatisé, le fait qu'il y ait des gens qui aiment... Je crois qu'il était membre du groupe Noir Désir avant. Et qu'il continue à se produire, justement. Voilà, oui, le fait qu'il continue à se produire et que des gens payent pour aller le voir, je pense que c'est très difficile. Alors, mais à la fois, c'est une question très intéressante, c'est-à-dire, est-ce que la réinsertion après la prison est réellement possible ? Oui, et puis rien que le fait que tu soulèves la question qu'il aille s'installer en Lozère, ça montre qu'il y a un problème, quelque part. Non, mais bien sûr, quelque c'était part, un exemple. derrière, c'est comme s'il n'avait pas le droit, justement, de remonter sur scène, en fait, après ça. Mais voilà, exactement. Et il y a des très grands criminels, après qu'ils soient sortis de prison, vous ne les voyez plus du tout. Voilà, à part Redouane Faïd, on ne les voit plus, n'est-ce pas ? Ouais. Voilà. Alors après, je sais... Quel était ton deuxième point ? Non, mais c'est le fait que en banlieue, parfois, c'est vu aussi comme une marque de respect d'aller en prison, que en fait, finalement, c'est pas forcément un truc qui fait peur, en fait. C'est plus qui fait un passage, en fait. Ouais, alors en fait, la prison dans les banlieues, c'est très bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, dans les tribus africaines, je sais pas, par exemple... Il y a des rites de passage. Il y a des rites de passage. On se fait fouetter, par exemple, pour devenir un adulte. On doit avoir sa première relation sexuelle et alors on devient un adulte. On se marie et alors on devient un adulte. Et alors, dans les cités françaises, ce qui est, je pense, très intéressant, c'est-à-dire que le passage de la prison marque en fait la majorité d'un homme. Parce qu'il n'y a plus de rite de passage en France, finalement. Il y a une époque, peut-être, le service militaire a été un rite de passage. Il y a peut-être eu des choses un peu comme ça, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de rite de passage en France. Voilà, il n'y a plus... Et alors, le problème de la France aussi, je pense, voilà, j'ouvre un beaucoup plus grand sujet, c'est qu'en fait, à part pendant la journée défense et citoyenneté, les jeunes de tout âge, de tout horizon sociaux, de toute couleur de peau, de tout ce que vous voulez, ne se retrouvent plus dans un même endroit, n'ont plus le même habit, etc. C'est-à-dire que toute la vie d'un Français jeune, c'est mon cas, toute ma vie, je vais être confronté à des gens plus riches que moi, des gens plus pauvres que moi, et jamais on va se retrouver au même niveau, si vous voulez. Alors, on peut naître dans un pavillon en banlieue, on peut même naître à Neuilly, mais tous ces gens-là se retrouvaient à 18 ans pour le service militaire. Aujourd'hui, ces gens-là ne se rencontrent pas, donc l'escalier est beaucoup trop haut à monter pour réussir. Tout à fait. Le fait à l'époque aussi d'envoyer par exemple des jeunes de banlieue sur le service militaire, ça permettait aussi peut-être d'apporter un certain ordre et puis justement d'apporter ce rite de passage et peut-être de réduire justement la criminalité et donc derrière les possibilités d'aller en prison en fait. Et c'est très intéressant ça, et puis je pense que le rite du passage du service militaire, c'était de montrer aux gens riches que les gens des quartiers populaires pouvaient aussi leur apporter quelque chose. Voilà, il n'y a pas et inversement. Il n'y a pas et surtout voilà, et inversement. Voilà, je pense que c'est très important et c'est en cela que la société française a beaucoup évolué. Louis, je te propose de finir un peu sur... Tu voulais parler des alternatives. C'était sur les alternatives, parce qu'on voit très bien que la prison actuelle, elle ne fonctionne pas, surtout sur son objectif premier de lutter contre la récidive. Du coup, je voulais savoir, surtout toi Pierre, mais aussi Amina, quelle alternative vous trouverez à la prison actuelle. Voir si pour toi Amina, il y a peu de choses à changer ou bien il faut la garder, il y a énormément de choses à changer parce que changer la société, ça va aussi ça va permettre de changer la prison en fait. D'accord. Mais encore une fois, pour changer la société. Et donc pareil pour toi Pierre, voir quel mode alternatif tu pourrais trouver à la prison actuelle. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un mode alternatif, mais on sait très bien que les prisonniers, les jeunes prisonniers qui font des peines très courtes, ils n'ont pas grand-chose à faire de leur journée, on sait très bien qu'ils sont souvent sans emploi. Donc déjà, je pense que l'accès à l'emploi est une chose très importante, voire indispensable. Je pense que ça réduit beaucoup le risque de commettre des délits, des crimes. C'est-à-dire tout en restant en prison le soir et la journée travailler et être encadré sur certains projets. Non, alors je pense que les gens dans les banlieues, il y a énormément de chômage, on le sait dans les banlieues, par exemple. C'est les causes. Je stigmatise, bien sûr. Je pense que le chômage est la cause de certains crimes. Je ne dis pas que toute personne, on peut parler de la délinquance en col blanc aussi, hein, c'est pas parce qu'on a un emploi qu'on est susceptible de ne commettre aucun crime. Mais je pense que ça peut aider pour ces gens-là qui ne demandent qu'à être encadrés, je pense. D'accord. Okay. Mais c'est vrai que là, on parle pas de la prison elle-même, parce que c'est une fois que le crime a été commis. D'accord. Par rapport à ça. D'accord. Alors sur la prison... Sur les coups, je pense que vous pouvez vous accorder, vous et toi et Amina, oui.
faire évoluer les activités déjà en Faire prison, parce évoluer qu'on- les activités. Ils sont effectivement Bien sûr. mis à l'écart pour protéger la société, mais certaines personnes restent plus de 20 ans en prison, donc il faut qu'ils aient aussi plus d'activités et qu'on les fasse vivre à l'intérieur. C'est un pourquoi- peu étrange ce que Et pourquoi ce ne que je pas vais dire. faire des maisons de famille de prisonniers, si vous voulez? C'est-à-dire que le prisonnier purge sa peine et la famille peut rester dans une maison, mais qui ressemble à une maison tout à fait lambda. Bah, je pense aussi manque de moyens, parce que Oui, sinon Mais il y a bien sûr un on manque de augmenterait le nombre de places et il n'y aurait pas non plus 4 personnes dans la même cellule. Bien sûr, Ouais, mais ça, donc, on le fait effectivement, pas, malheureusement. et on veut pas le faire. Je pense qu'il Oui, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on ne veuille pas le faire. Parce que le faire, ça leur donne l'opportunité d'encore plus en mettre en prison, et c'est encore Et une c'est fois pas le un but, cercle vicieux, effectivement. c'est le but. Alors je vous propose qu'on termine par une minute habituelle où chacun fait un petit récap de ses arguments, en rajoute un s'il veut, et puis pour conclure. Très bien. Alors Amina, c'est à toi. Oui, très bien. Alors afin de conclure donc ce débat, donc je le rappelais, je défendais la positive. Donc oui, dans nos sociétés actuelles, la prison vaut encore la peine, parce que j'aimerais pour finir et donc pour conclure cette dernière minute, rappeler les objectifs de la prison: surveiller, punir et réinsérer, et avec bien heureusement un grand travail à faire au niveau de la réinsertion. Encore une fois, je le répète, au niveau des peines courtes, je pense qu'on pourrait avoir une vision beaucoup plus évolutive. Je suis tout à fait d'accord. Donc encore une fois, je le répète, l'emprisonnement doit être envisagé comme une sanction seconde, et j'espère que dans quelques années, il y aura beaucoup moins de personnes qui seront incarcérées et que la société, bien évidemment, ira beaucoup mieux. Mais pour l'instant, effectivement, je continue à penser que la prison est un instrument nécessaire à notre République et que nul n'est censé ignorer la loi et que, bien évidemment, les personnes doivent respecter la loi. Mais voilà, au niveau de la réinsertion, il y a malheureusement encore un grand travail à faire, et aussi au niveau de la récidive. Bien faire comprendre aux gens qui sont en prison qu'une fois qu'ils sortent, c'est une nouvelle vie qui commence et qu'ils n'ont pas à refaire ce qu'ils avaient fait auparavant. Ainsi, et pour conclure, moi je pense que je partirais sur le mot de fin, ça serait l'évolution des mentalités. Et voilà, c'est notre mission dans le futur, donc faire évoluer la société pour que les enfants de notre République ne tombent plus jamais dans l'enfer de la prison. Ok, merci beaucoup. Et merci Alors, Amina Pierre, pour ta conclusion, c'est à moi maintenant, j'imagine. Pierre, c'est à toi. Alors, donc, on était parti de ce sujet, la prison vaut-elle encore la peine? Alors, je vais dire tout de suite ce que j'en pense, une petite phrase. Je pense que non, la prison ne vaut pas la peine. Je pense qu'il ne faut pas continuer sur ce chemin-là, et toute peine ne vaut pas la prison. Voilà, je pense que c'est très intéressant aussi de voir ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut réfléchir à notre manière que la prison de faire comprendre aux condamnés leurs fautes. Et si, à ce moment-là, l'État français, en l'occurrence le ministère de la Justice, veut continuer sur le chemin de la prison, il faut engager des travaux, des restructurations. Il y a des problèmes d'insalubrité, des gros problèmes d'hygiène, des gros problèmes personnels. Il y a aussi beaucoup trop de condamnés par cellule. Voilà, tout à l'heure on en parlait. Pour une cellule de 2 personnes ou une personne, on peut avoir jusqu'à 4 personnes. Donc c'est du 9 mètres carrés. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'une seule toilette, qu'il y a une douche par semaine, et que les sorties ne sont que d'1 heure par jour. Donc arrêtons la prison, trouvons d'autres modalités de condamnation et surtout de peine. Si on veut continuer la prison, il faut réfléchir à ses objectifs, les objectifs qu'attend la société, et il faut surtout réfléchir aux peines qu'on donne pour les coupables. Ok, merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ce débat jusqu'au bout. Merci à vous deux, les Louis. Merci, ouais. Il a été un petit peu plus long que prévu, mais bon, je pense qu'on s'est beaucoup plu à écouter ce débat. Il a été très instruisant, très intéressant à suivre. Et je pense que vous avez montré votre capacité à vraiment travailler ce débat, et c'est très plaisant. Donc merci à vous deux. Et je rappelle que toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur le drive de Common Air. Vous pouvez les réécouter, mais aussi les télécharger pour les écouter dans les transports. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux @CommonAir2019 pour ne rien manquer de nos dernières émissions. Vous pouvez également suivre la page Facebook ou Instagram de Révolte-toi Lille et de la FFDN. La semaine prochaine, nous recevrons Salim et Niamtur qui vont débattre sur la légalisation du cannabis. À jeudi prochain.